Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Il s'agit du 5e dialogue entre le professeur Richard Wolff et le professeur Prabhat Patnaik. Au cours des 4 épisodes précédents, nous avons abordé les droits de douane, les BRICS, la guerre et le socialisme, en les replaçant dans le contexte plus large du capitalisme et de l'impérialisme ou des alternatives à ceux-ci. Aujourd'hui, nous allons discuter du déclin de l'Empire américain et de l'émergence d'un monde multilatéral alternatif. Au cours des 6 derniers mois environ, nous avons assisté à un mélange de discours diamétralement opposés sur la position des États-Unis sur la scène mondiale et par conséquent sur l'état de l'économie américaine au sein du capitalisme mondial. D'une part, les médias traditionnels ne ménagent aucun effort pour nier le déclin structurel de l'Empire américain et du capitalisme américain, en s'accrochant à des arguments tels que la grande contribution des actions technologiques américaines dopées par l'IA, l'absence d'alternatives au dollar comme monnaie mondiale, la capacité de Wall Street à résister à l'assaut des tarifs douaniers, et même en se concentrant sur certains segments du monde des affaires américains, tout en négligeant des indicateurs agrégés plus larges concernant le marché du travail, l'inflation et le moral des consommateurs, qui pointent tous dans des directions négatives. D'un autre côté, on observe également un optimisme excessif et parfois une célébration juvénile autour de l'effondrement du dollar, de l'effondrement de l'Empire américain, de la fin de la domination occidentale et parfois même de la fin du capitalisme. Pour ma part, j'ai le sentiment qu'aucun de ces deux camps ne saisit la réalité telle qu'elle émerge, même si le contre-récit semble mieux refléter la direction du changement que le récit dominant, qui reste enfermé dans l'ancien paradigme. J'ai donc avec moi 2 économistes éminents, 2 marxistes bien connus de notre époque, le professeur Richard Wolff et le professeur Prabhat Patnaik, pour répondre à mes questions. Professeur Wolff et professeur Patnaik, bienvenue à nouveau en Inde et dans la gauche mondiale. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Professeur Wolff, si je peux commencer avec vous, je pense qu'un bon point de départ pour évaluer le déclin de l'Empire américain et l'émergence d'une alternative est l'événement mondial qui vient de s'achever et que les médias occidentaux traditionnels tentent de présenter comme un événement chinois alors qu'il s'agit en réalité d'un événement mondial. Je parle du sommet de l'OCS et de la célébration chinoise de la journée de la victoire de la Seconde Guerre mondiale qui a suivi. Selon vous, que reflètent le sommet de l'OCS et la célébration de la journée de la victoire quant à l'émergence d'une alternative à l'ordre géopolitique et économique centré sur les États-Unis? Eh bien, pour répondre et reprendre un peu votre idée d'ouverture sur les 2 façons de voir les choses, je dirais qu'elles se produisent toutes les 2 à peu près en même temps. Vous avez raison dans la façon dont vous les caractérisez, mais je prendrai un peu de recul pour observer leur coïncidence, pour voir cette juxtaposition remarquable de perspectives extrêmement différentes sur ce qui se passe, comme le signe d'un moment de transition historique. C'est ainsi que je perçois les événements en Chine ces derniers jours. C'est une étape importante, c'est un grand événement, c'est l'histoire en train de s'écrire si vous voulez. Mais c'est complexe, et cela comporte, si vous me permettez cette référence à mes racines hégéliennes, de nombreuses contradictions en son sein. Par exemple, il s'agit d'un déclin, pas encore la fin, certes, mais d'un déclin de la position des États-Unis. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c'est ce qui se passe à de nombreux niveaux à l'heure où nous parlons. Ce phénomène dont nous pourrions parler coexiste et interagit avec un processus en cours appelé la transition du capitalisme vers une forme ou une autre de socialisme,
qui, selon moi, se produit également au sein et entre les mêmes pays et mouvements impliqués dans l'essor de l'Orient et le déclin de l'Occident. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un mélange. Si vous voulez, c'est un développement inégal de différents processus sociaux qui se déroulent en même temps. Et pour des gens comme moi, je vois de nombreuses conséquences positives, pas totalement, mais en grande partie, de ce qui se passe avec la Chine, l'Inde, la Russie, et ainsi de suite à l'Est. Je pense que cela est en train de changer l'économie mondiale, probablement de façon irréversible. Je le vois vraiment comme l'évolution du capitalisme qui s'éloigne de son centre d'origine, la Grande-Bretagne, l'Europe, etc., pour devenir beaucoup plus global. Dans ce processus, non seulement la géographie change, mais le centre de croissance dynamique et les zones de déclin se déplacent également. Ce déplacement est en cours à l'heure où nous parlons. Mais encore une fois, je ne considère pas cela comme une perspective qui nie, refuse de voir ou sous-estime les luttes de classe, les luttes entre travailleurs et employeurs, qui ont leur propre logique et fondement, et qui se sont déplacées vers l'Est en même temps que tout le reste du capitalisme au cours du siècle dernier. Ces luttes ne vont pas disparaître, elles ne vont pas s'évanouir. Elles peuvent prendre des formes différentes, adopter d'autres modes d'organisation, mais je pense que notre analyse doit se concentrer sur l'interaction entre ces dynamiques, sans nécessairement applaudir un camp ou regretter que la phase anticoloniale ou anti-américaine domine pendant un certain temps. Si je peux ajouter une chose, c'est comme célébrer l'anticolonialisme au XXe siècle. On pouvait le faire sans être aveugle au fait que des bourgeoisies pouvaient émerger dans les anciens pays coloniaux et devenir le pouvoir, devenir les principaux acteurs de ce qui s'y passe. Cela ne signifiait pas que l'on niait ou que l'on ne voyait pas les différentes strates de tout cela. Et je peux vous assurer que ce que nous voyons ici aux États-Unis, et qui façonne peut-être même ce que je suis en train de vous dire, ce sont les efforts désespérés, et j'insiste sur le mot désespéré, du régime américain pour s'accrocher à la mythologie de la domination américaine, pour aller aujourd'hui jusqu'à des extrémités vraiment extraordinaires afin de la maintenir. Et je ne parle pas seulement d'un aspect physique. Changer le nom de notre département de la Défense, qui a toujours été une plaisanterie, pour le département de la guerre en dit long. La capacité des États-Unis, il y a 3 jours, de tirer et de tuer 11 personnes dans un bateau à 1000 milles des États-Unis, un bateau transportant on ne sait quoi, venant d'on ne sait où, allant on ne sait où, rien n'est connu. Ce sont de petits événements, oui, mais ils témoignent d'une lutte qui se déroule ici et qui prétend être aux commandes. Et un dernier point, je vis ici, je vous parle depuis Manhattan dans le centre de New York, et j'observe un autre aspect de tout cela. Un jeune homme socialiste et musulman est en passe de devenir le maire de New York. Cela fait aussi partie d'un changement qui est complexe, mais qui se produit parallèlement au régime Trump, qui est ce qui attire l'attention des médias. Professeur Patnaik, votre réponse? Vous savez, laissez-moi aborder le point soulevé par le professeur Wolf concernant la situation désespérée de l'Amérique. Je pense qu'il faut replacer cela dans son contexte. Vous voyez, chaque dirigeant du monde capitaliste doit généralement superviser une diffusion du capitalisme. La Grande-Bretagne a supervisé la diffusion du capitalisme depuis la Grande-Bretagne à l'origine vers l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et d'autres régions de peuplement européen au XIXe siècle. Or, cette diffusion était associée à la prospérité économique en Grande-Bretagne, la fameuse période victorienne, puis édouardienne, et elle était également liée à la stabilité sociale. Cela s'expliquait en partie par les déficits du compte courant et du compte de capital
que le pays leader doit encourir vis-à-vis des régions vers lesquelles le capitalisme se diffuse. Les obligations que la Grande-Bretagne devait assumer vis-à-vis de l'Europe continentale ou des États-Unis étaient, à mon sens, inévitables. Évidemment, il fallait maintenir l'ouverture des marchés et procéder à des exportations de capitaux. Mais cela était essentiellement, en grande partie, compensé par le prélèvement politique imposé aux colonies, grâce auquel, en réalité, la Grande-Bretagne n'était pas un pays endetté ou débiteur à la veille de la Première Guerre mondiale. Au contraire, la Grande-Bretagne affichait une balance des paiements assez solide. Elle était véritablement le plus grand exportateur de capitaux au monde. Ce n'était pas un pays débiteur. Parallèlement, on assistait à une migration en provenance d'Europe. Selon Arthur Lewis, 50 millions d'Européens ont émigré au cours du long 19e siècle depuis l'Europe vers les régions tempérées de peuplement européen, ce qui a en réalité limité l'armée de réserve de main-d'œuvre et réduit le problème du chômage. De plus, comme ils ont migré vers des zones où des terres étaient effectivement disponibles et où les Amérindiens ont été chassés de leurs terres, etc., cela a donc relevé le salaire de réserve en Europe, en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Par conséquent, les salaires des travailleurs se sont améliorés, le chômage a diminué, l'armée de réserve a été maintenue sous contrôle, et la balance des paiements n'a pas posé de problème sérieux. Ainsi, on a connu une prospérité économique accompagnée d'une certaine stabilité sociale liée à la diffusion du capitalisme dans le pays leader. Mais si l'on regarde les États-Unis, c'est tout le contraire. À partir d'environ 1980, avec le processus de mondialisation, la diffusion du capitalisme vers l'Asie de l'Est, vers la Chine par capitalisme, j'entends les entreprises capitalistes, vers la Chine, le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie, etc., on observe un phénomène de relocalisation qui tend à contenir les salaires réels aux États-Unis. Cela ne s'accompagne d'aucune amélioration en ce qui concerne l'emploi. Au contraire, le chômage et l'armée de réserve aux États-Unis ont augmenté. Et en même temps, cela s'accompagne d'une augmentation substantielle du déficit courant global de la balance des paiements américaine. Donc, à la fois en termes de... En fait, il existe des estimations, par exemple, selon lesquelles le salaire réel moyen d'un travailleur américain masculin en 2011 était légèrement inférieur à celui de 1968. C'est une affirmation très grave. Mais par conséquent, on observe en réalité une diffusion sous la direction américaine qui engendre des difficultés économiques pour les travailleurs ainsi qu'une instabilité sociale, alors que c'était l'inverse lors de la diffusion précédente. Je pense que c'est cela, en un sens, qui engendre le genre de désespoir auquel faisait référence le professeur Wolff. Et c'est pour cela que les États-Unis, toute cette terreur tarifaire, tout ce discours sur, vous savez, la menace que cela représente pour le dollar, la menace potentielle, doivent y faire face, raison pour laquelle les États-Unis adoptent réellement toutes sortes de mesures agressives. De même, l'agressivité vis-à-vis du Brésil, pour les mesures que le Brésil a prises, en se rapprochant de la Chine, l'agressivité récente vis-à-vis de l'Inde, pour l'utilisation du pétrole russe. Toutes ces actions sont en réalité des mesures désespérées visant à maintenir une situation où, d'un côté, il y a les exigences de diffusion du capitalisme, ce que souhaite le capital, et en même temps, la détresse économique et l'instabilité sociale qui en découlent. Cette contradiction est quelque chose que les États-Unis n'ont pas réussi à surmonter et qu'ils cherchent désespérément à dépasser, désespérément, au détriment de toutes sortes de pays du tiers-monde. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et réfléchissez à ce que cela implique, n'est-ce pas? Vous n'allez pas résoudre ces contradictions
que le professeur Patnaik a très bien résumé, en imposant des tarifs douaniers à l'Inde ou en coulant des bateaux au large du Venezuela. Que faites-vous? C'est une chose d'être désespéré dans le cadre d'une stratégie qui pourrait vous apporter quelque chose. Mais je trouve extraordinaire de voir autour de moi tant de désespoir, mais toujours avec une impasse au bout du chemin. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et cela nous amène à cette opinion très répandue ici aux États-Unis, selon laquelle nous avons un président qui n'a aucune stratégie, qui est tellement occupé à passer d'une situation à l'autre, qu'on n'a pas l'impression qu'il existe un plan qui pourrait au moins mener quelque part. Et voici quelques autres choses qui me viennent à l'esprit en écoutant le professeur Patnaik. À droite dans ce pays qui est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'a été depuis un certain temps, le mot le plus fréquemment utilisé pour dénoncer les ennemis de la droite est mondialiste. Les ennemis de notre droite sont des mondialistes. Et ce sont, vous savez, les gens de gauche reçoivent cette étiquette. Les grandes banques de New York sont qualifiées ainsi. Les mauvais hommes et femmes d'affaires qui veulent maintenir le commerce ouvert avec l'Orient, tous sont dénoncés comme mondialistes. Toute la notion, puisqu'ils sont de droite, du langage de l'anticolonialisme, de l'anti-impérialisme, ne leur est pas accessible. Soit ils ne la connaissent pas, soit ils ne veulent pas s'en approcher. Ils ont donc dû inventer le terme mondialisme. Ainsi, ils comprennent les 40 dernières années, résumées par cette statistique, selon laquelle les salaires réels non seulement n'ont pas augmenté, mais ont en fait diminué. Pour eux, tout cela est la faute du mondialisme, et ils veulent que les États-Unis rejettent le mondialisme, qu'ils fassent tout pour que les États-Unis soient numéro 1. Cela devient donc une stratégie pour l'ennoblissement, pour l'agrandissement de l'image de soi des États-Unis, et c'est tout. Ainsi, punir Poutine, ou punir Modi, ou punir Xi Jinping, ou punir qui que ce soit, est un signe de la domination des États-Unis. C'est une sorte de politique du spectacle qui a peut-être toujours existé, mais qui me semble aujourd'hui particulièrement marquée ici. Je reviendrai sur certaines de ces questions économiques et j'ai l'intention de consacrer plus de temps à certaines de ces contradictions économiques au sein du noyau impérial, comme nous en discutons. Mais juste pour aborder un instant, si nous pouvions discuter de la situation militaire afin d'ajouter un point de plus à la différence entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, comme le professeur Patnaik l'a expliqué avec perspicacité. Je me demande aussi si la situation militaire n'est pas différente, parce que dans les années 1930, il y avait bien sûr des espoirs économiques, la reconstruction dans le Sud global, des vagues de décolonisation, ou même des espoirs de décolonisation à ce moment-là. Mais la Grande-Bretagne n'était pas aussi puissante militairement parce que les États-Unis, l'Allemagne, etc., émergeaient comme des alternatives. Aujourd'hui, la Chine est apparue comme une alternative. Et l'Ukraine a montré que la Russie est sans aucun doute une alternative très puissante. Mais je me demande si la puissance militaire des États-Unis est en déclin, car nous voyons les États-Unis bombarder l'Iran, menacer le Venezuela maintenant, et avoir déjà menacé le Panama, d'envahir, de changer la propriété et les droits d'investissement dans les ports du Panama. Je me demande, comment percevez-vous le soi-disant déclin de l'empire militaire américain? Est-il réel? Lequel d'entre nous souhaitez-vous voir commencer? Oui, peut-être que le professeur Wolf peut commenter, puis le professeur Patnaik pourra intervenir. Eh bien, je peux vous dire ceci. Le montant d'argent dépensé pour l'armée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays,
atteint des niveaux records. Donc, si vous voulez savoir à quel point les dirigeants du pays sont engagés dans les dépenses militaires et le développement militaire, cet engagement est aussi fort que jamais et d'une certaine manière encore plus fort. Je veux dire, les deux plus grandes augmentations dans le budget de cette année pour le gouvernement des États-Unis concernent le département de la Défense, qui s'apprête à être nommé le département de la guerre, et d'autre part, l'immigration, ICE. ICE va recevoir 170 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, si j'ai bien compris le budget. C'est l'équivalent de la création d'une nouvelle armée intérieure, dont la fonction n'est pas externe mais interne. Arrêter tous ceux qui sont désignés, tous ceux qu'on leur dit d'arrêter, et les expulser partout dans le monde. Il me semble que la leçon de l'histoire, c'est que tout pays prêt à faire cela à grande échelle, comme le fait actuellement ce pays envers les immigrés sans papier, n'est qu'à quelques pas de le faire à de nombreux autres groupes, y compris des citoyens, etc., etc. Nous sommes donc en train de devenir une société militarisée. Le président a déjà envoyé des troupes lors de son premier mandat dans l'Oregon, et maintenant, lors de son second mandat à Los Angeles, tout en promettant à plusieurs reprises qu'il enverra bientôt l'ICE, cette nouvelle armée, à la fois à Chicago et ici à New York. Je pourrais continuer, mais on assiste à des niveaux de militarisation interne que nous n'avions jamais vus auparavant. C'est souvent le cas avec les autorités locales, les maires de la ville, les chefs de la police municipale, qui déclarent publiquement « Nous n'avons pas besoin et nous ne voulons pas de présence militaire fédérale dans notre ville ». Ce n'est qu'une question de temps avant qu'une opposition locale, réelle ou fabriquée, ne résiste violemment, et alors le gouvernement aura le prétexte de cette résistance pour agir à grande échelle. Ce que beaucoup d'Américains attendent, certains avec des applaudissements, d'autres avec horreur. En ce qui concerne l'étranger, la situation est en réalité très différente. L'expérience de l'Ukraine a été très édifiante. Les États-Unis ont dépensé des sommes énormes, fourni une quantité considérable d'armes à une cause qui, de toute évidence, est désormais perdue. Et ce qu'ils voulaient vraiment faire, ce que M. Trump voulait faire, c'était s'en aller. Être absent de la scène au moment de la défaite finale, contrairement à ses prédécesseurs qui ont perdu au Vietnam, mais ont dû vivre avec cela, et qui ont perdu en Afghanistan et doivent encore vivre avec cela. Il ne voulait pas être le président qui doit vivre avec la perte en Ukraine. Cela ne lui est pas possible, du moins cela ne semble pas être le cas pour le moment. Il peut encore essayer, mais il y a un immense débat au sein de l'armée sur les conclusions à tirer des échecs. Et j'entends par là tous les échecs. Vietnam, Afghanistan, on pourrait vraiment ajouter l'Irak, mais on ajoute certainement l'Ukraine. Quelles conclusions en tirer? Ils se sont éloignés d'une armée de terre massive pour adopter une armée dotée de super-armes high-tech. Cela s'avère, compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, avoir été une erreur énorme. Ils essaient de trouver quoi faire à propos de cette erreur. Comme d'habitude, il y a un compromis dans lequel ils dépensent une somme d'argent énorme et essaieront de reconstruire l'armée de terre tout en continuant à investir dans les technologies de pointe. Mais la grande crainte, et je dirais que nous devrions tous nous en inquiéter, c'est que ce à quoi nous assistons est un processus d'analyse qui aboutira à cette conclusion que je vais vous exposer. Que les Chinois ont rassemblé, sous leur direction, et maintenant avec l'aide des Russes et aussi des Indiens, la capacité de déjouer les armements de haute technologie, et que les États-Unis seront constamment en train de prendre du retard, comme c'est déjà le cas dans divers domaines technologiques.
Et évidemment, ils ne peuvent pas rivaliser au niveau d'une armée de masse, car tout le monde sait que les États-Unis représentent 4,5% de la population mondiale, tandis que l'Inde, la Chine et la Russie réunies comptent près de la moitié de la population mondiale. Le rapport de force n'est donc pas en leur faveur. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que la conclusion de ce que je viens de dire est la suivante. Plus tôt, nous affronterons ce qui se passe en Asie, meilleures seront nos chances de nous en sortir. Et si nous ne le faisons pas, les voix aux États-Unis qui ne veulent pas d'une confrontation ou d'une solution militaire deviendront suffisamment puissantes pour peut-être changer toute la base sur laquelle les États-Unis interagissent avec l'Asie. Juste pour donner une statistique, le budget de l'Immigration and Customs Enforcement, qui s'élève à environ 170 milliards de dollars, soit un budget annuel de 31 ou 32 milliards de dollars américains, représenterait la moitié du budget militaire total de la Russie. C'est pour donner un ordre de grandeur. Professeur Patnaik, si je peux préciser un peu ma question, en m'appuyant sur ce que vous venez de dire, il ne fait aucun doute que les grandes puissances comme la Chine, la Russie ou même l'Inde ne se laisseraient plus intimider par l'armée américaine. Mais je me demande toujours, ma question précise pour vous est la suivante. Sommes-nous en train d'entrer? Quel est ce cadre de sécurité multilatéral? Entrons-nous vraiment dans un monde où les petites nations, le Venezuela, Cuba, l'Iran, le Liban, etc., bénéficient d'une quelconque garantie de sécurité? Ou bien sommes-nous en réalité en train d'entrer en matière de sécurité dans une rivalité entre grandes puissances? Une sorte de nouvelle guerre froide où, bien sûr, les grandes puissances ne s'affronteraient pas directement, mais où la précarité pour le reste du monde resterait inchangée. Vous savez, si je peux revenir à la façon dont vous avez posé votre question la dernière fois, encore une fois, j'aimerais établir une distinction entre la période antérieure de l'hégémonie britannique et la période actuelle de l'hégémonie américaine. Lorsque le rôle de leader de la Grande-Bretagne touchait à sa fin, ce rôle était transmis aux États-Unis, qui étaient une grande puissance occidentale. Par conséquent, le déclin de la Grande-Bretagne n'était pas associé à un déclin de l'Occident. La position de l'impérialisme occidental restait aussi puissante que jamais. Mais il s'agissait d'un déplacement à l'intérieur du camp impérialiste occidental. Aujourd'hui, cependant, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de puissance rivale au sein du camp impérialiste occidental. En fait, comme vous le savez, l'idée léniniste de la rivalité impérialiste ne caractérise pas réellement toutes ces puissances au sein du camp impérialiste occidental. Ils sont tous unis. Par conséquent, le déclin de l'hégémonie des États-Unis signifie également un déclin de l'hégémonie de l'impérialisme occidental dans son ensemble. C'est pourquoi je pense que la militarisation, ou la menace militaire, etc., ne doit pas être considérée uniquement sous l'angle des États-Unis, mais bien sous celui de l'ensemble de ce bloc de pays impérialistes. Vous avez sans doute remarqué qu'il est question que tous les pays de l'Union européenne, ainsi que les États-Unis, consacrent 5% de leur PIB aux dépenses militaires. Or, dans une situation où les déficits budgétaires ne sont pas autorisés à dépasser un certain seuil, parce que la finance mondialisée ne le souhaite pas, cela signifierait nécessairement une réduction des dépenses sociales. En d'autres termes, les avancées que les travailleurs avaient obtenues immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, sous l'égide de la social-démocratie, sont des acquis qui non seulement ont dans une certaine mesure été remis en cause, mais qui vont l'être encore bien plus drastiquement dans les années à venir. Ainsi, nous allons véritablement assister, si l'objectif des 5% auquel ils se sont tous engagés se réalise, à un passage des derniers vestiges du capitalisme social à un capitalisme hautement militarisé au
sein du camp impérialiste occidental. Bien sûr, je pense que cela ne va ni rétablir l'hégémonie, ni, si vous voulez, surmonter les contradictions de l'impérialisme. Au contraire, elles vont être plus aiguës qu'auparavant, car cela va intensifier la contradiction sur le plan intérieur, dans la mesure où les dépenses sociales sont réduites. Par conséquent, cette manière de surmonter la contradiction à laquelle je faisais référence plus tôt ne va pas fonctionner. En conséquence, je pense que cette militarisation de l'impérialisme qui se profile est en réalité, encore une fois, un acte désespéré qui ne résoudra pas les contradictions de l'impérialisme. C'est en réalité une partie d'une longue période de transition. Je considère cela comme une période prolongée de transition dont le dénouement final serait probablement, je l'espère, et j'imagine qu'il serait, une forme de passage vers un État-providence, avec le socialisme comme caractéristique principale. Si le capitalisme devait abandonner l'État-providence, alors celui-ci ne pourrait être rétabli que dans un mode de production alternatif. Mais bien sûr, je ne dis pas que cela va arriver demain. Mais c'est vers cela que nous nous dirigerions, bien que par le biais d'un long processus de transition au cours duquel toutes sortes de choses pourraient se produire. Je voudrais maintenant me concentrer davantage sur les aspects économiques de l'Empire américain. Bien sûr, l'armée constitue un pilier important. Et comme l'a observé le professeur Patnaik, cette fois-ci, c'est plus déstabilisant, parce que le déclin ou la remise en cause de la puissance militaire américaine provient du camp opposé, contrairement à ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne la puissance économique des États-Unis, deux choses me viennent immédiatement à l'esprit, et si nous pouvions les aborder une par une. La première, bien sûr, est la puissance des entreprises américaines, et la seconde, c'est le dollar. Nous pourrons aborder d'autres aspects, mais je souhaite commencer par ces deux points. Nous semblons toujours vivre à l'ère des entreprises américaines, les Magnificent Seven, Meta, Amazon, Alphabet, Tesla, etc., etc. Et il ne s'agit pas seulement des entreprises, mais aussi de la montée en puissance des gestionnaires de fonds, les BlackRock et les Vanguard, qui sont en réalité bien plus importants que ces entreprises. C'est donc la quantité d'argent qu'ils contrôlent. Que signifie, professeur Patnaik, si vous pouviez commencer et ensuite le professeur Wolf pourra répondre? Que signifie réellement le fait de réfléchir au déclin de l'empire économique américain, à une époque où nous voyons Amazon dans tous les aspects de notre vie en Inde et dans une grande partie du reste du monde? Peut-être pas en Chine. La Chine est un pays différent, où il existe une alternative à tout. Mais dans la majeure partie du reste du monde, nous vivons sous la domination de ces immenses multinationales. À notre époque, que signifie même parler du déclin de l'empire économique américain? Vous savez, c'est pourquoi je ne mettrai pas particulièrement en avant le déclin de la puissance économique des États-Unis. Oui, bien sûr, l'hégémonie du dollar est remise en question. La position des États-Unis est contestée. Mais je crois que les entreprises américaines, comme vous le dites, restent des acteurs dominants partout dans le monde. Le dollar demeure la monnaie la plus puissante, et rien ne peut réellement s'en approcher dans un avenir prévisible. Certes, il est possible d'avoir des accords commerciaux en monnaie locale, mais cela ne peut se développer que sur une longue période. Donc je pense que cette idée de déclin des États-Unis ne doit pas nous donner l'impression qu'il est imminent. C'est quelque chose qui ne peut se produire que sur une période prolongée. Et il y a un autre élément que nous devons vraiment prendre en compte. Prenons l'Inde, par exemple. Le fait est que ce que les États-Unis aimeraient particulièrement, c'est que l'Inde ouvre ses marchés aux produits agricoles et laitiers américains.
cela mettrait un grand nombre de petits paysans indiens dans une grande détresse. D'un autre côté, la fermeture du marché américain aux produits indiens est quelque chose que, de manière générale, les grands capitaux indiens et la classe moyenne supérieure, même s'ils ne sont pas immédiatement touchés par les tarifs douaniers, n'apprécieraient pas. En d'autres termes, le passage de la stratégie dirigiste de la période Nehru au néolibéralisme a été soutenu par les grandes entreprises et la classe moyenne urbaine aisée. Or, ce soutien ne va pas disparaître. Ils souhaitent continuer à entretenir cette relation avec les États-Unis et, par conséquent, ils ne verraient pas d'inconvénient à sacrifier les intérêts des agriculteurs indiens afin de préserver cette relation. Ainsi, dans cette réponse, il y a également une lutte des classes. Par conséquent, la manière dont un pays comme l'Inde, ou ce serait vrai pour la plupart des pays du tiers-monde, réagit et évolue face à ce type de défi, à la Trump, est également marquée par la nature de la lutte des classes en cours dans ces pays. Et c'est cela qui me donne l'espoir qu'en fin de compte, si des pays comme l'Inde veulent relever ce défi, cela ne pourra se faire qu'avec le soutien des travailleurs, des paysans, etc. Ce qui ne restera pas cantonné au stade du capitalisme, mais cherchera à aller plus loin vers des réformes, un changement des rapports de propriété, etc., ce que j'appelle une transition vers le socialisme. Professeur Wolf, Il y a une lutte énorme en cours aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'une classe capitaliste unifiée, elle est probablement plus désunie que je ne l'ai jamais vue. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Fondamentalement, la Chambre de commerce, qui est une grande organisation que l'on pourrait dire reflète l'attitude générale de la classe des employeurs ici aux États-Unis, n'aime pas M. Trump, ne veut pas des tarifs douaniers, est contre tout cela. Leurs porte-parole, les médias qui expriment leur point de vue, sont extrêmement critiques envers M. Trump en permanence, en particulier en ce qui concerne sa politique économique. Maintenant, ils ne feront rien tant qu'il ne sera pas clair, ce qui n'est pas encore le cas, si M. Trump peut survivre en faisant ce qu'il fait. S'il peut survivre, et par survivre, j'entends rester politiquement au pouvoir, ainsi que rester littéralement en vie. S'il peut faire cela, c'est une question. Ensuite, ils veulent voir quels sont réellement les résultats de sa politique économique, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi. Et ils ont réservé leur jugement. Ils ne soutiennent absolument pas, avec enthousiasme, ce qu'il fait. Et cela d'ailleurs reflète un changement de pouvoir ici. Si je pouvais faire pour les États-Unis à peu près ce que le professeur Patnaik vient de faire pour l'Inde, alors je dirais que, oui, il y a 7 ou 8 grandes entreprises de haute technologie dans la Silicon Valley en Californie, dont la façon de penser et de voir le monde est plus proche de celle du gouverneur de Californie que de celle du président qu'elle n'aime pas. D'un autre côté, le président a montré une volonté de mobiliser le pouvoir gouvernemental américain pour soit les aider, soit leur nuire, une par une, afin de les subordonner. Et littéralement, la nuit dernière, il a organisé un dîner où il a invité les dirigeants de toutes les grandes entreprises technologiques, à une exception près, Elon Musk, qui a été exclu parce qu'il n'est plus dans les bonnes grâces de M. Trump. Mais si ces manœuvres tarifaires ne fonctionnent pas, si elles provoquent des réactions, d'ailleurs, l'une des réactions les plus souvent citées actuellement est celle où le rapprochement de l'Inde avec la Chine est présenté ici comme un retour de bâton, une réaction à l'imposition par M. Trump d'un tarif supplémentaire de 25% sur les produits indiens. Cela aurait pu être expliqué de 100 manières différentes, mais c'est ainsi que cela a été présenté. C'est parce que les gens sont très nerveux. C'est pourquoi les tribunaux statuent désormais contre la légalité de ces tarifs du point de vue du droit américain. C'est encore un signe de la tension interne sur la question de savoir si la situation désespérée du capitalisme américain
qui, soit dit en passant, disons-le ainsi, lorsque j'ai commencé à être une personnalité publique ici, l'un de mes rôles était de réintroduire le mot « capitalisme » dans le langage du discours américain. Je n'ai plus besoin d'accomplir cette tâche, car elle a été réalisée. Et bien sûr, la véritable raison pour laquelle cela a été accompli, c'est que tout le monde a le sentiment que quelque chose de mauvais est en train d'arriver au système américain. Il est désormais possible, pour toutes sortes de personnes, y compris celles dont la connaissance du marxisme est nulle, de parler, et qui parlent, du capitalisme. On voit apparaître ici des inquiétudes critiques de manière remarquable. Ainsi, l'élite des hautes technologies et les grands capital risqueurs, BlackRock, Blackstone et tous les autres, peuvent avoir l'attitude que le reste des employeurs américains, grands ou petits, n'a aucune importance. Ils ne se soucient pas du nombre de ceux qui survivent. Ils ne se soucient pas du nombre de ceux qui ne survivent pas. Leur perspective est mondiale. Ils veulent être des capitalistes au sens de déplacer l'argent à travers le monde de la manière la plus rentable, car c'est ce qu'ils ont toujours fait, d'abord aux États-Unis et maintenant à l'échelle mondiale. Ils le font de plus en plus. Les habitants de Berlin ont dû découvrir que les plus grands propriétaires contre lesquels ils doivent se battre sont Blackstone et BlackRock, car ils possèdent plus d'appartements à Berlin que n'importe quel Allemand. Mercer Monet. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un monde global, ils ne veulent pas d'un monde divisé. Et les gens qui travaillent dans la haute technologie, c'est pareil, ils ne veulent pas ça. Ils trouveront des arrangements avec la Chine. Ils comprennent qu'ils peuvent tirer profit d'un gros tarif douanier contre les puces chinoises et de l'interdiction d'exporter les machines qui les fabriquent. Mais ils n'en sont pas du tout convaincus. Et si M. Trump trébuche, ils l'abandonneront. Ils s'en débarrasseront. Je ne veux pas exagérer, mais de la même manière que le professeur Patnaik a parlé de la bourgeoisie indienne prête à sacrifier les agriculteurs, d'une certaine façon, au fil du temps et des luttes politiques, nous avons cela ici aussi. Si nous pouvions discuter rapidement du dollar, et j'aimerais que nous soyons assez brefs, car j'ai encore quelques questions. Voyons si nous pouvons aborder ce sujet. Il y a eu beaucoup de discussions autour du dollar. Comme l'a dit le professeur Patnaik, l'effondrement du dollar est bien sûr davantage un mythe qu'une réalité. Pour donner quelques chiffres, 90% des transactions de change passent encore par le dollar. 50% du commerce de marchandises se fait encore en dollars et 60% des réserves sont encore détenues en dollars. Bien sûr, il y a un revers à ces statistiques. Le yuan progresse dans le commerce. Et il existe aussi des systèmes de paiement alternatifs mis en place par la Chine, la Russie et d'autres partenaires. Mais il y a en réalité eu peu d'alternatives au dollar en tant que monnaie hégémonique unique. Bien sûr, nous cherchons un panier de monnaies alternatives, mais le dollar resterait tout de même très dominant. C'est un aspect de la question. Mais d'un autre côté, ce que j'ai remarqué comme étant différent cette fois-ci, c'est que pendant la période des tarifs douaniers, le dollar a connu une baisse, ce qui est assez unique, car une grande partie du privilège du dollar réside dans le fait que, lors des périodes d'incertitude, il s'apprécie, le capital revenant de plus en plus vers cette valeur refuge à mesure que l'incertitude augmente. C'est quelque chose que nous avons observé même pendant la crise financière mondiale, avant que la Fed n'effectue ses opérations d'open market et de l'assouplissement quantitatif. Mais, cette fois-ci, il y a eu une baisse, où nous avons vu que de grandes entreprises et des fonds souverains retiraient de l'argent du dollar pour le placer dans d'autres actifs. Professeur Wolf, si vous pouvez répondre à ma question. Je vous ai entendu parler de l'effondrement du dollar.
Je me demande comment vous réagissez à mon observation sur la question du dollar. My observation on the dollar question. Voici mon point de vue. Je pense que le dollar est engagé dans une baisse à long terme. Je suis d'accord avec le professeur Patnaik pour dire que ce ne sont pas des choses qui se produisent du jour au lendemain. Et je veux dire qu'elles ne se produisent pas non plus en une seule décennie la plupart du temps. Cela se fait lentement et progressivement. Mais la direction, tout ce que je veux dire lorsque je parle de l'effondrement du dollar, c'est que sa position incontestée, un peu comme ce que j'imagine avoir été la livre sterling à l'apogée de l'Empire britannique, est en train de changer. Le dollar américain a connu l'apogée de l'Empire américain. À mesure que l'Empire américain décline, le dollar déclinera aussi. Ils sont liés. Mais je ne parle pas d'une disparition soudaine, rien de tel. Et laissez-moi vous expliquer Perce Kwong. La croissance économique extraordinaire, et je prendrai simplement la Chine et l'Inde au cours des 30 ou 40 dernières années, en particulier la Chine, mais aussi l'Inde, a été réalisée, permettez-moi de le rappeler à tous, sous l'égide de la domination mondiale du dollar. De nombreux capitalistes chinois vous diront que le rôle mondial du dollar leur a offert toutes sortes d'opportunités, économie de coûts, croissance des investissements. L'attitude est mitigée. Il existe ici, en Occident, une idée selon laquelle le capitalisme, plus que toute autre chose, n'aime vraiment pas l'incertitude. Il est entravé par l'incapacité à faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire prendre une décision rationnelle sur l'endroit où investir son argent, étant donné que les résultats de l'investissement ne se produiront que des années plus tard, et que personne ne peut savoir quelle sera alors la situation. Il y a une raison pour laquelle le plus grand moment de révélation intellectuelle de John Maynard Keynes a été lorsqu'il a compris le rôle central de l'incertitude et comment cela a mis à mal la simplicité des premiers économistes néoclassiques. Il est important de comprendre que le déclin du dollar accroît l'incertitude. Et c'est là qu'apparaît une contradiction. Les forces mêmes qui souhaiteraient, d'une certaine manière abstraite, disposer d'une autre monnaie, le yuan, ou une nouvelle devise basée sur un panier de monnaie, et je sais que ces questions sont discutées par des groupes de travail au sein des BRICS, comme il se doit. Mais on peut voir que la classe capitaliste pourrait vouloir aller dans une autre direction, mais elle est retenue par les avantages que le dollar lui a déjà procurés, et ce depuis de nombreuses années, ainsi que par le risque d'une période transitoire incertaine, à laquelle elle ne souhaite absolument pas être confrontée. Professor Patnaik. Professeur Patnaik, je voudrais suggérer que, bien que le dollar puisse s'affaiblir face à certaines devises, il se renforce en réalité face à de nombreuses autres monnaies. La roupie indienne en est un exemple évident. Tout pays contre lequel le président Trump impose réellement des droits de douane punitifs est un pays que la finance spéculative et mondialisée cherche à fuir, car elle anticipe des difficultés au niveau de la balance des paiements. Par conséquent, ces acteurs veulent quitter ces pays. Déjà aujourd'hui, la roupie indienne a atteint un niveau historiquement bas et il est probable que cette tendance se poursuive dans les jours à venir. Donc en réalité, c'est une histoire à deux facettes. D'un côté, le dollar peut s'affaiblir face à certaines monnaies hégémoniques, face à certaines devises puissantes, mais je pense qu'en comparaison avec de nombreuses monnaies du tiers-monde, le dollar se renforce en fait. Et comme l'a souligné le professeur Wolf, je ne vois pas de remplacement immédiat du dollar. Je veux dire, il pourrait y avoir des accords commerciaux entre plusieurs pays, peut-être des accords commerciaux locaux, etc. Et ceci se ferait dans leur monnaie locale. Et avec le temps, dans la mesure où ces accords commerciaux prennent de l'ampleur et s'étendent,
il est évident que la position du dollar en pâtirait. Mais je ne vois pas, comme par exemple la livre sterling a été remplacée par le dollar américain. Je ne vois pas le dollar américain être remplacé par le yuan chinois. Je veux dire, je n'y crois vraiment pas. Et cela s'explique par le fait que la Chine n'occupe pas la place dans l'économie mondiale que, disons, les États-Unis occupaient au moment de l'effondrement du leadership britannique. Donc j'imagine un processus très différent, prolongé, au cours duquel le dollar déclinerait, mais d'un autre côté, ce n'est pas quelque chose d'immédiat, ni même de prévisible dans un avenir proche. La Chine impose également des contrôles de capitaux, ce qui empêche le yuan de devenir une monnaie mondiale. Il faudrait donc une financiarisation massive de l'économie chinoise, à laquelle le Parti chinois résiste fortement. Cela impliquerait donc un changement politique majeur qui serait néfaste pour le monde. L'une de mes questions, très importante je pense, du point de vue du Sud global, que je voulais poser, rejoint parfaitement ce dont le professeur Patnaik vient de parler. Cette différence entre le dollar par rapport à un panier de devises, mais pas en ce qui concerne le Sud global. Ainsi, le dollar pourrait se déprécier par rapport à de nombreux pays d'Asie de l'Est, mais il s'apprécie par rapport à l'Inde et à d'autres monnaies du Sud global. Et je pense que quelque chose dont nous avons parlé dans l'émission, c'est que ce cadre binaire opposant l'Occident au Sud passe à côté du fait que, selon moi, nous assistons en réalité à une tripolarisation ou à une trifurcation du monde. Il y a l'Occident, mené par les États-Unis, avec un revenu par habitant très élevé. Ensuite, il y a la Chine, qui a beaucoup progressé en termes de puissance globale, mais qui a également connu une transformation intérieure substantielle, éradiquant la pauvreté absolue, etc., etc. Et puis il y a le reste du monde, le reste du Sud global, où nous avons constaté très peu d'augmentation ou d'amélioration substantielle du niveau de vie au cours des 30 dernières années. Et je pense qu'il est très important d'en discuter ici, car bien souvent, ces débats géopolitiques sur les défis auxquels l'Occident est confronté passent à côté du fait que, en termes de niveau de vie et sur de nombreux aspects qui comptent réellement pour la majorité mondiale, il n'y a pas eu de convergence. Cela néglige l'idée très naïve de la convergence du PIB. Oui, si l'on prend l'Inde, la Chine et le Brésil ensemble, il y a eu une convergence du PIB. Mais si l'on regarde les pays les plus pauvres du Sud global, il y a eu très peu, voire aucune, convergence du PIB par habitant. J'aimerais que le professeur Patnaik et le professeur Wolf réagissent à cette réflexion que j'ai eue. Peut-être que le professeur Patnaik pourrait commencer, puis le professeur Wolf conclure pour nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il est vraiment une erreur de considérer la Chine et peut-être quelques autres pays d'Asie de l'Est de la même manière que nous considérons le Sud global, car ils occupent des positions très différentes dans l'économie mondiale. Vous avez raison de dire qu'il y a eu une certaine amélioration du niveau de vie de la population en Asie de l'Est. Mais d'un autre côté, je ne vois pas d'amélioration correspondante, ni en Afrique subsaharienne, ni en Asie du Sud, ni ailleurs. Donc lorsque nous parlons du Sud global, nous ne devrions vraiment pas inclure des pays comme la Chine dans cette catégorie. Quant à savoir où des pays comme la Chine évolueront dans les années à venir, je préfère ne pas m'avancer. Mais d'un autre côté, en ce qui concerne le Sud global, en particulier des pays comme l'Inde et d'autres, je peux clairement constater qu'une fracture est apparue dans la période post-indépendance entre la bourgeoisie et les grandes entreprises, d'une part, including bien sûr la classe moyenne urbaine, et la majorité de la population d'autre part. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu une amélioration de la situation de la grande bourgeoisie et de la classe moyenne urbaine, mais il y a eu, si l'on peut dire, une détérioration de la situation de la majorité des travailleurs.
of the bulk of the working people. Therefore, as far as these countries Par conséquent, en ce qui concerne ces pays, en particulier les pays du Sud global, à l'exception de pays comme la Chine, leur lutte s'inscrit bien davantage dans la continuité de la manière traditionnelle dont nous avons observé le sous-développement. En d'autres termes, nous avons en réalité vu le capitalisme non pas comme un moyen d'émanciper les populations, mais comme un moyen de les opprimer. Et cette affirmation reste valable pour une grande partie du Sud global. C'est pourquoi je considère que les années à venir seront des années de lutte des classes, qui finiront par nous faire avancer. Professeur Wolf, concluez pour nous. Comment voyez-vous cette discussion du point de vue du Nord global? Cela me ramène au début de notre conversation. Vous avez la lutte anti-impérialiste dans toute sa complexité. Elle coexiste d'une manière ou d'une autre avec la lutte des classes. Ce que le professeur Patnaik vient de nous dire, c'est que si l'on regarde la situation de manière un peu plus désagrégée, on commence à voir où la lutte des classes est en jeu. C'est une vieille lutte. Dans tous les mouvements anticoloniaux, y compris en Inde, il y avait des partisans de la lutte des classes parmi les dirigeants, qui s'opposaient à ceux qui ne voulaient pas que cette lutte soit mise au premier plan. Ils pouvaient l'admettre, ils pouvaient y être sensibles. Les conditions évoluent, tout comme la relation entre l'anti-impérialisme, c'est là que les États-Unis interviennent, et les dynamiques internes au sein des BRICS ou du Sud global. Nous pourrions même commencer à abandonner le langage du Sud géographique et à utiliser un vocabulaire qui attire l'attention sur les différentes luttes qui se déroulent à l'intérieur des processus que nous examinons. Et ça inclut que Spanner nous-mêmes, c'est-à-dire, it's une new smugnisation. Oui, et si le professeur Patnaik a raison, et je pense qu'il a raison, si le budget se tourne vers le militarisme, si le militarisme est le seul moyen de préserver soit l'Empire, soit le capitalisme national, alors l'État-providence va être sacrifié. Nous, aux États-Unis, voyons déjà que le juste milieu s'effondre, car les gens se tournent vers l'extrême droite ou la gauche, parce qu'ils ne supportent plus la détérioration de leur situation actuelle. Oui, Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, professeur Wolf et professeur Patnaik. Je tenais à avoir cette conversation, car il est très important d'avoir une discussion nuancée sur les changements et le monde dans lequel nous vivons. Évidemment, nous vivons à l'ère de YouTube et des réseaux sociaux, où je n'accuse personne d'autre, car même moi, il m'arrive d'exagérer parfois pour mettre en évidence des tendances qui émergent réellement. Mais au-delà de cela, il existe différents niveaux, comme l'a dit le professeur Wolf dans notre introduction. Donc, encore une fois, merci beaucoup, professeur Wolf et professeur Patnaik. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.